Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 novembre 2025 et notre ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Our friend John Helmer is here with us. Welcome back, John. Merci encore Nima. Heureux d'être de retour. Sorry for being late. We have some sort of confusion with the time. Désolé pour le retard. Nous avons eu un peu de confusion avec le changement d'heure. Vous savez, l'heure de l'Est a changé. Et c'est pour cela que nous étions un peu désorganisés. Merci de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Commençons, John, par la stratégie russe aujourd'hui, au fil du temps. Donald Trump, dans son interview à 60 Minutes, a déclaré qu'il n'avait plus de levier sur la Russie pour lui mettre davantage de pression. Où en sommes-nous avec la Russie et la stratégie de Trump? Pensez-vous que la Russie est en train de changer ou de modifier sa stratégie en Ukraine? In the process of changing, modifying its strategy in Ukraine? Non. En effet, il n'y a aucun signe de changement sur le champ de bataille, si ce n'est que certaines des restrictions imposées par le président Poutine depuis un certain temps au sein de l'état-major en matière de planification et de ciblage ont été levées. Nous assistons donc désormais à une mise en œuvre complète de la stratégie de guerre électrique que nous avons déjà décrite, avec le ciblage des réseaux d'approvisionnement en électricité, des capacités de production et ainsi de suite jusqu'à la frontière polonaise. Deuxièmement, le long du front, nous observons une série d'encerclements, chaudrons ou poches, selon le vocabulaire militaire employé. Alors que le camp russe progresse vers l'ouest, il encercle d'importants groupes de forces ukrainiennes. Le président Poutine a publiquement proposé une forme de reddition, accompagnée de l'autorisation pour les journalistes étrangers d'observer la situation et de constater à quel point elle est grave. Cette offre a été rejetée. Le déroulement habituel s'ensuit donc. D'abord la préparation d'artillerie, puis les frappes de drones et d'autres formes de bombardement pour affaiblir chaque zone avant l'entrée des forces russes. Les tactiques évoluent afin de tromper le camp ukrainien sur les cibles principales et les directions d'attaque. Tout cela, toutes les opérations tactiques, est désormais en cours. Le nombre de victimes, qui est communiqué quotidiennement par le ministère de la Défense, que l'on soit d'accord ou non avec ces chiffres, augmente de 10 à 15% par semaine. Ainsi, les pertes, le niveau des pertes humaines, sont en hausse. Je ne vois aucun signe de changement dans les tactiques militaires, les opérations ou les cibles. D'un autre côté, on peut dire que les espoirs, les attentes et les plans du président Poutine pour une forme de règlement négocié, en deçà d'une conquête militaire totale, ont été abandonnés, car l'administration Trump, en collaboration avec les Européens et Zelensky, n'a pas réussi à parvenir à un quelconque accord. John, nous avons eu la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, le président de la Chine. On peut observer deux attitudes quelque peu différentes de la part de Xi et de Poutine. Étant donné que la Russie est en guerre, que l'Occident est, d'une certaine manière, en guerre contre la Russie en Ukraine, ils combattent la Russie depuis presque 4 ans maintenant. Mais le conflit entre la Chine et les États-Unis est principalement économique. Il s'agit de droits de douane et de ce genre de questions. Mais comment le voyez-vous? D'un autre côté, quand on regarde la différence entre la manière dont Poutine a perçu la rencontre avec Donald Trump et celle dont Xi l'a perçue, parce que Poutine n'avait personne à Washington à qui parler avant que Trump n'arrive au pouvoir, c'était une énorme différence. Cela pourrait être la source de ce genre de, disons, contraste. En observant Poutine et Xi, Xi n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de rencontrer Trump. On peut le voir dans leur comportement. Mais c'était différent en ce qui concerne la rencontre entre Poutine et Trump. Comment voyez-vous cela? Comment pensez-vous que la Russie perçoit Donald Trump?
Pensez-vous que cette perception évolue dans l'esprit des Russes au fil du temps? Avec le temps, oui, mais nous parlons de différents types de domination dans l'escalade. D'un côté, on pourrait poser la question, et elle est posée en privé, pas tellement publiquement, mais de plus en plus depuis la rencontre de Busan entre Xi et Trump, pourquoi Poutine ne coupe-t-il pas l'Ukraine de la Pologne avec autant de fermeté que pour convaincre Trump de trouver un accord? Avec autant de fermeté que le président Xi lorsqu'il a interrompu l'approvisionnement en métaux rares vers les États-Unis, ce qui a eu pour effet de provoquer un recul significatif de Trump sur toutes les principales menaces de guerre économique qu'il avait énumérées et commencé à mettre en œuvre contre la Chine. Maintenant, d'un côté, et vous l'avez dit, et merci de l'avoir dit, Nima, il y a une différence significative. La Chine est une puissance économique dominante et exerce une suprématie économique vis-à-vis des États-Unis, au point de pouvoir menacer d'un certain degré de perturbation l'économie américaine, par le biais des métaux rares, d'autres biens, des effets sur l'inflation, et ainsi de suite, ce que le président Poutine et la Russie ne possèdent pas en tant que puissance économique. En revanche, il ne fait aucun doute que la Russie détient une supériorité en matière d'escalade militaire sur le champ de bataille, mais ne l'a pas utilisée dans la mesure où beaucoup pensent que l'état-major général l'avait envisagé. Et pourquoi le président Poutine n'a-t-il pas exercé le même degré de domination dans l'escalade militaire sur le champ de bataille que celui que Xi a démontré être capable d'exercer sur le champ de bataille de la guerre économique? Et c'est un problème très intéressant. Vous avez également vu que le président Poutine, dans son approche envers Trump en Alaska, lors du sommet d'Anchorage à la mi-août, a montré un degré de, comment dire, flatterie envers Trump que Xi a refusé de manifester. J'ai parlé des Chinois. Les Chinois savaient qu'il n'y avait aucune approbation des soi-disant efforts de Trump pour la paix au Moyen-Orient. Il y en a eu une de la part du président Poutine. Il n'y a pas eu d'approbation chinoise de la candidature du président Trump au prix Nobel de la paix. Le président Poutine l'a dit, Xi l'a ignoré. Il n'y a pas eu de sourire chinois, aucun sourire. Le président Poutine s'est donné la peine de sourire. L'approche adoptée par Poutine était à peu près conforme à celle de tous les Européens et de tous les dirigeants asiatiques, y compris le Premier ministre Modi, qui ont rencontré Trump. Appelons cela de la flatterie. On l'a décrite comme une manière de satisfaire la vanité de Trump, de lui permettre de se mettre en avant, et ainsi de suite. Ce que l'on a vu, c'est que Xi offrir l'accueil le plus froid à Trump que quiconque ait jamais montré. Et cela a laissé Trump, indéniablement, on pouvait le voir sur son visage, dans ses gestes. Il y a un moment révélateur à la fin de la rencontre, lorsque Trump essaye de toucher Xi, lui murmure quelque chose à l'oreille alors que Xi se dirige vers sa voiture, puis Xi disparaît aussitôt. On voit Trump quitter la scène, pour ainsi dire, en gesticulant et en se déplaçant beaucoup plus vite. Avec Xi, Trump était mal à l'aise et la flatterie s'est inversée. Pourquoi le président Poutine a-t-il agi différemment? Et quel avantage Poutine ou le camp russe a-t-il tiré sur le champ de bataille militaire en agissant ainsi? La réponse est, il n'a rien gagné. Par conséquent, il a tiré une leçon. On n'y gagne rien. Ce que j'ai fait pour me préparer aujourd'hui, c'est examiner la manière dont la Maison-Blanche de Trump a publié des fiches d'information après chacune de ses réunions avec les principaux dirigeants alliés et avec Xi. Du 16 août jusqu'à aujourd'hui, la Maison-Blanche a publié 36 fiches d'information. Il les appelle des fiches d'information. Chacune a été publiée pour documenter et détailler les termes des accords que les responsables de Trump affirment avoir conclus avec chacun de ces chefs de gouvernement qu'ils ont rencontrés.
36 au total. Ils en ont publié une, par exemple, le 5 septembre. Depuis la réunion en Alaska le 16 août, ils en ont publié 36. L'un le 5 septembre avec le Premier ministre japonais, puis le 19 septembre après la rencontre de Trump avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, le 9 octobre après la rencontre de Trump avec le président finlandais Alexander Stubb, et le 20 octobre après la rencontre de Trump avec le Premier ministre australien Albanese, pour signer un accord sur les armes, les minerais et le commerce. Ensuite, entre le 26 et le 29 octobre, des termes d'accord ont été détaillés dans ces fiches d'information issues des rencontres de Trump avec les chefs de gouvernement de Malaisie, du Japon et de Corée du Sud. Enfin, le 1er novembre, la Maison-Blanche a publié une fiche d'information exposant ce qu'elle affirme être les points d'accord entre Trump et Xi lors de leur rencontre 48 heures plus tôt. 10 points étaient répertoriés comme des actions chinoises, 5 comme des actions américaines et 5 autres que la partie américaine affirmait que les Chinois n'avaient pas confirmées. Mais il n'existe pas une seule fiche d'information identifiant quoi que ce soit sur lequel Trump et les responsables de la Maison-Blanche disent s'être mis d'accord avec le président Poutine. Aucun terme d'accord entre les États-Unis et la Russie depuis le sommet du 16 août, et aucun point d'accord sur lequel ils auraient fait un suivi lors de leur appel téléphonique du 16 octobre. Cela vous indique plusieurs choses, et cela explique, je crois, pas mal d'éléments. Rappelez-vous, et nous l'avons dit dans cette émission, les Russes ont publié un plan détaillé en 32 points, des conditions pour résoudre le conflit en Ukraine. Je peux le montrer. Il a été publié publiquement au début du mois de juin, juste avant la dernière rencontre entre la partie ukrainienne et la partie russe à Istanbul. Les Russes ont publié leur plan en 32 points. Les Ukrainiens, avec les États-Unis et les Européens, ont élaboré un plan en 22 points, selon le général Kellogg, l'intermédiaire entre la Maison-Blanche de Trump et les Européens. Celui-ci n'a jamais été rendu public. Il ne manque donc pas de compréhension publique des conditions russes. C'est simplement le côté américain qui a refusé d'expliquer quelles étaient ces conditions. Une explication possible de cette absence est que Trump n'a jamais accepté aucun des termes que Poutine avait discutés avec lui. Une autre explication est que Trump était d'accord avec Poutine, puis a changé d'avis. Une troisième explication est que Trump hésite. Il n'avait pas l'intention de changer d'avis, mais il a été persuadé de le faire par les alliés européens et par certains de ses propres subordonnés au sein de l'administration, au département d'État, au Pentagone et à la CIA. Une quatrième explication est que Poutine a cherché à préserver la domination dans l'escalade sur le champ de bataille, tout en permettant à Trump de donner l'impression que lui et les alliés européens ne perdent pas la guerre. Une cinquième explication est l'absence d'échange de conditions, le manque de transparence publique et les changements constants apparents que Trump manifeste en faveur du camp russe. La cinquième explication est que Poutine et Trump ont convenu de se donner ou de s'acheter du temps mutuellement, retardant ainsi la prise de conscience publique et le coup politique de savoir qui détient la main la plus forte ou la plus faible. Et la sixième explication est que toutes les explications que je viens de vous donner sont vraies, plus ou moins en même temps. Beaucoup peuvent décrire cela comme la confusion de Trump ou comme l'incertitude de Poutine. Les deux parties ayant un ensemble de conditions, puis les modifiant, ou les alliés européens persuadant les États-Unis de changer de position de temps à autre. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans une situation où, comme vous l'avez dit, Trump s'est parfois montré favorable à un accord de paix suivi d'un cessez-le-feu, ce qui figure dans le plan russe en 32 points.
Russian 32-point plan, but most recently he adopted the tough line. Mais plus récemment, il a adopté une position plus ferme, qualifiant Poutine de tigre de papier et affirmant que l'économie russe s'effondrait. Il a ensuite imposé de sévères sanctions contre Rosneft et Lukoil, des sanctions pétrolières visant à couper le commerce entre la Russie, la Chine et le Japon. Il a précisé que cela était conditionné à l'accord de la Russie pour un cessez-le-feu immédiat. C'était la position européenne. Or, le camp russe n'allait jamais accepter un cessez-le-feu immédiat. Et nous en sommes donc là aujourd'hui. Je dois souligner que lorsqu'on observe la manière dont la Maison-Blanche perçoit ces choses, le taux d'approbation du président Trump dans les sondages d'opinion publique jusqu'à aujourd'hui n'a cessé de baisser. En d'autres termes, les électeurs américains ne prêtent pas attention aux détails de ces négociations. On peut même dire qu'ils ne se soucient pas des conditions. Ils pourraient se préoccuper d'une guerre avec le Venezuela, nous y reviendrons plus tard, mais ils ne s'intéressent pas aux détails. Ce qu'ils disent à Trump, c'est qu'il y a un niveau de désapprobation plus élevé. Je regarde simplement mes notes. Le taux de désapprobation atteint 53,6% et il augmente depuis 2 semaines. Le taux d'approbation, lui, diminue. L'écart se creuse de plus en plus, 10 points de pourcentage désormais. L'écart entre l'approbation et la désapprobation, avec un taux de désapprobation plus élevé, atteint presque 20% en ce qui concerne l'attitude des électeurs américains face à la gestion par Trump de la guerre en Ukraine. Ainsi, Trump fait face à une inquiétude et une désapprobation croissante quant à sa conduite dans le règlement de cette guerre. Et il ne veut pas accepter les conditions. Ainsi, en ce qui concerne la Chine, il s'est rapidement replié pour sauver essentiellement les coûts électoraux, les coûts liés aux électeurs, et la désapprobation croissante aux États-Unis face à la guerre accélérée contre la Chine. Il pense pouvoir s'en tirer en poursuivant la guerre contre la Russie sur le champ de bataille ukrainien, mais il ne le peut pas. La désapprobation augmente. Il a donc laissé entendre que la Russie devrait terminer la guerre. Peut-être qu'il devrait les laisser se battre entre eux. Et il en est venu à l'idée, non pas que l'économie russe s'effondre, ou que la Russie soit vulnérable aux attaques de missiles à longue portée, etc., mais plutôt que la Russie peut et doit en finir rapidement. Toutes ces idées qu'il exprime ne traitent pas des conditions, mais laissent au président Poutine beaucoup plus de liberté d'action. John, tu as mentionné l'un des points, que Donald Trump a changé d'avis. En regardant Donald Trump, tu te souviens que Poutine, pendant l'élection aux États-Unis, avait déclaré qu'il préférait la prévisibilité aux États-Unis. Oui. Et c'est toujours la même situation, le même problème avec la Russie à mon avis. Ils ne savent pas comment gérer Donald Trump. Ils ne savent pas qui dirige Washington, ni comment ils définissent leur principal objectif en Ukraine. Qui tire les ficelles à Washington? Disons-le ainsi, je ne vois pas Tulsi Gabbard faire partie de ce cercle. Même J.D. Vance, à mon avis, n'est pas vraiment lié à ce qui se passe à Washington. Qui influence Donald Trump et les politiques à Washington, si c'est bien le cas? John, j'ai perdu nos audios. Rien ne vient. Tu n'es pas en sourdine. Il semble que ton micro soit déconnecté. Il semble bien. Non, ton micro est coupé en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, tu es de retour. Tu restes où? Tu restes où?
Allez-y. Désolé pour cela. Vous demandez à un correspondant en Russie, bien qu'ancien responsable de la Maison-Blanche sous Carter, de parler de Washington. Mais d'abord, puis-je vous corriger? Il existe aussi en Russie des factions dans la prise de décision, avec des idées différentes sur la manière de traiter avec Washington. Donc, pour simplifier les choses pour ceux qui nous écoutent, nous parlons de l'état-major général et du Conseil de sécurité, qui regroupe l'armée, les services de renseignement, le ministère des Affaires étrangères et l'ancien président Dmitri Medvedev. Puis il y a le groupe du Kremlin, dirigé bien sûr par le président. Et il y a toujours eu une faction dans le monde des affaires, à la Banque centrale et ailleurs, qui souhaite rétablir le cours normal des affaires. Ceux qui ne voulaient pas de la guerre au départ, qui n'étaient pas prêts à protéger les avoirs de la Russie à l'étranger, qui veulent parvenir à un accommodement avec les États-Unis à presque n'importe quel prix militaire ou sécuritaire, simplement pour rétablir les affaires comme ils l'entendent. Il existe donc une variété de factions. La faction des affaires est représentée par Kirill Dmitriev, qui a été l'émissaire du président pour discuter des affaires et des transferts d'argent, et qui a négocié avec Stephen Witkoff du côté américain. Il existe donc des divergences du côté russe. Chacun d'eux a une idée différente, une théorie différente, qui interprète les faits de manière distincte concernant le comportement du président Trump. Je suggère, et nous l'avons déjà dit, qu'attribuer une cohérence intellectuelle constante au président Trump est une exagération. Il ne possède pas les mêmes capacités intellectuelles. Il ne lit pas comme l'ont fait les anciens présidents. Il ne reçoit pas de briefing quotidien régulier sur le renseignement. Il en a un par semaine. Il s'appuie principalement sur des responsables comme le vice-président Vance. Ses contacts au département d'État, à la CIA et au Pentagone sont limités. Il s'intéresse avant tout à la mise en scène, au vote, à l'argent, à un degré qu'aucun président précédent n'a jamais atteint, à gagner de l'argent pour sa famille, à tirer profit de chacune de ses manœuvres de politique étrangère, à faire de l'argent avec et par l'intermédiaire de Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, Stephen Witkoff, le conseiller spécial, Feinberg, le secrétaire adjoint à la défense, et d'autres. Ce qui leur convient, c'est donc plusieurs choses. Premièrement, chacune de leurs prétendues initiatives de paix s'est accompagnée d'une opportunité commerciale et de compensation financière. Deuxièmement, ils ne peuvent jamais se permettre de risquer une perte, une défaite ou une retraite. Bien qu'ils l'aient subie à Busan face au président Xi, ils ne la présentent pas ainsi. La fiche d'information de la Maison-Blanche, telle que je viens de la décrire, 10 concessions de la part de la Chine, 5 de la part des États-Unis. Et le fait est que le principal succès de la Chine a été de repousser et de différer les négociations sur les principales questions en litige. La vente de TikTok, l'exportation des puces Blackwell vers la Chine et la règle des 50% qui soumet des milliers d'entreprises chinoises à des contrôles à l'exportation. Ces questions n'ont pas encore été tranchées, elles ont été reportées. Et bien que la période de report soit annoncée comme étant de 12 mois, en réalité, elle est de 6 mois. Les Chinois conservent la supériorité dans l'escalade, car ils ont accepté la possibilité d'un sommet Trump-Xi en Chine en avril de l'année prochaine. Mais une telle rencontre ne peut avoir lieu qu'à condition qu'un accord soit trouvé sur les points fondamentaux encore indécis. Cela signifie qu'ils doivent être négociés dans un délai de 6 mois et non de 12. Sous ces pressions, Trump a reculé. Ils ont tous reculé. Et, pas très joyeusement, Scott Person, le secrétaire au Trésor,
a annoncé que les Chinois avaient commis une erreur en appliquant leur interdiction sur les métaux rares aux États-Unis. En réalité, c'était l'inverse, mais peu importe. Ta question était comment l'administration Trump réfléchit-elle, et donc comment le camp russe devrait-il calculer? Oui. Et la réponse est que, sous la pression de la domination de l'escalade du côté russe, ils ont battu en retraite. Ils se sont enfuis. Ils ont couvert leur retraite d'un écran de fumée. Trump a suivi les autres en 1 h 40 minutes, acceptant la retraite. Ainsi, l'argument du côté russe, la leçon, disons pour le côté russe, pour le côté indien, pour tous ceux qui se trouvent dans la ligne de mire de la campagne de menaces, de la campagne militaire et de la campagne de pression économique du président Trump, consiste à identifier les vulnérabilités du côté américain et à comprendre ses propres avantages afin d'exploiter ces vulnérabilités jusqu'à les pousser à bout, pour ainsi dire. Alors, les États-Unis se retireront. À présent, le côté russe dispose, comme nous l'avons dit, d'une supériorité en matière d'escalade militaire sur le champ de bataille et peut l'exercer, et l'exerce effectivement. L'Iran peut l'exercer une capacité d'escalade comparable contre Israël et les États-Unis. Point d'interrogation. Le président Maduro et le gouvernement vénézuélien peuvent-ils rapidement développer une capacité de défense suffisante, une capacité de défense aérienne par exemple, pour menacer le président Trump d'un risque de type baie des cochons? Le risque d'une attaque contre le Venezuela qui entraînerait un nombre important de pertes américaines. Le président Trump accepterait-il, affronterait-il ou prendrait-il un risque de type baie des cochons au Venezuela? La réponse est presque certainement non. Et lorsque vous avez mentionné Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national, je suppose que vous faisiez référence à sa déclaration à Bahreïn l'autre jour, suggérant que les interventions visant un changement de régime devraient appartenir au passé. Elles engendrent davantage de risques, de violences et de pertes, tant pour les pays visés que pour les États-Unis. Ils devraient être relégués au rétroviseur, a-t-elle déclaré. Maintenant, en examinant attentivement ce qu'elle a dit, on peut soutenir qu'elle est mise à l'écart, à la fois en ce qui concerne le partage de renseignements et les opérations menées au Venezuela. Elle n'a pas reconnu ce qui doit être pour elle une évidence, à savoir que Trump a publiquement admis avoir donné à la CIA l'ordre de mener des opérations clandestines de renversement de régime au Venezuela. Si elle s'y oppose, elle l'a pratiquement dit à Bahreïn. Mais cette opération est en cours depuis des mois et elle n'a pas réussi à l'arrêter jusqu'à présent. Deuxièmement, il existe deux points de vue russes sur la manière dont les États-Unis attaqueront le Venezuela. L'un est la voie clandestine, et c'est apparemment celle à laquelle Gabbard s'oppose. Ce serait créer un conflit interne, le Maïdan de Machado. Autrement dit, une manifestation semblable aux protestations du Maïdan qui ont dégénéré en violence, déclenchée de l'intérieur par les services secrets des comploteurs et non par les hommes du président Yanukovych. Cela a conduit en partie à la désintégration rapide du gouvernement Yanukovych, à sa fuite de Kiev et à son remplacement. La candidate américaine Maria Machado peut-elle organiser un Maïdan comparable et ensuite, par la violence, appeler le président Trump à intervenir pour sauver des vies vénézuéliennes? Cela correspondrait-il à la qualification exprimée dans le discours de Gabbard? S'agit-il d'un changement de régime, ou bien le gouvernement Maduro a-t-il agi contre son propre peuple? La justification qui avait été adoptée pour l'intervention en Libye, par exemple. Cela a abouti au meurtre de Muammar Kadhafi, approuvé par Hillary Clinton, comme nous nous en souvenons tous. Rappelez-vous que la position officielle des États-Unis a été que Maduro dirige un cartel de la drogue.
Les États-Unis ne sont pas constitutionnellement ni opérationnellement en guerre avec ce pays. Ils agissent pour sauver les États-Unis d'un syndicat criminel, non d'un gouvernement. Ces deux récits, disons-le ainsi, sont en réalité faux et constituent une manœuvre illégale visant à contourner l'interdiction de renverser un gouvernement. La version apparente de Gabbard pour le changement de régime s'applique-t-elle aux individus utilisant un gouvernement comme couverture pour un trafic de drogue? Peut-être pas. Peut-être pas. Ainsi, l'autre version russe de ce qui va se passer consiste à admettre que Trump apprécie l'anéantissement. Souvenez-vous, nous en avons déjà parlé dans l'émission. Il pense avoir anéanti, grâce à son armée de l'air, les capacités nucléaires iraniennes. Anéantissement est son mot préféré, car il croit en la capacité de l'armée américaine à tout détruire sur une cible. Et selon une vision russe, cela ne commencerait pas de manière clandestine avant d'être suivi d'une intervention. Cela débuterait comme une opération d'anéantissement. Ce n'est que de la spéculation. Et je vois beaucoup de gens dans l'univers des podcasts, ainsi que dans les médias traditionnels, spéculer sur ce qui va se passer ensuite. Mais j'espère avoir été clair. L'opposition que Gabbard semble avoir exprimée, lui, est propre, et elle s'accompagne de la réserve selon laquelle elle pourrait ne pas s'appliquer à l'élimination d'un cartel de la drogue. Et elle n'a pas, personne ne l'a fait, remis sérieusement en question la soi-disant théorie du fentanyl qui est à l'origine de toute l'opération contre le Venezuela. Mais ce n'est pas la première fois. Je crois l'avoir déjà dit ici. J'ai écrit il y a environ 50 ans un livre sur l'histoire de ce genre de récit de couverture, pour poursuivre les Chinois en Californie à propos de l'opium dans les années 1880 et 1890, pour poursuivre les Mexicains dans l'Ouest au début de la guerre contre la marijuana, et ainsi de suite jusqu'à la guerre du Vietnam. Ce n'est pas une technique nouvelle. Criminaliser un groupe cible, l'attaquer et étendre les mécanismes de maintien de l'ordre aux États-Unis, tout cela rendant le trafic de drogue plus rentable. Risqué, oui, mais plus rentable. Et dans ce cas, c'est utilisé pour masquer un changement de régime. Alors, je ne sais pas si je suis mieux placé que quiconque pour dire si la communauté du renseignement, la CIA, partage la réticence de Gabbard à mener une opération secrète. Cependant, l'incertitude actuelle, me semble-t-il, concerne la capacité du camp russe à renforcer suffisamment vite les moyens du Venezuela pour créer un risque comparable à celui de la baie des cochons. Cela impliquerait une amélioration de la défense aérienne. Cela impliquerait une meilleure connaissance du renseignement sur la préparation d'un Maïdan version Machado. Cela impliquerait bien des choses qui restent secrètes, et je ne suis pas en mesure de dire quelle est cette capacité. Mais je n'ai aucun doute que si Trump est informé, même si ce n'est pas par Gabbard, qu'il existe un risque de type baie des cochons, qu'il y a un risque que des avions américains soient abattus, que des soldats américains débarquant puissent mourir, c'est un risque qu'il ne peut pas courir. Il n'oserait pas le courir. John, nous n'avons que 3 ou 4 minutes à cause de la confusion précédente. Nous avons perdu environ 15 minutes et le prochain invité arrive. Mais avant de conclure, John, en regardant la relation entre l'Iran et la Russie aujourd'hui, on a demandé à Lavrov s'ils avaient envoyé des S-400 à l'Iran. Et sa réponse a été essentiellement oui, même s'il a essayé de présenter cela comme « nous n'avons aucune limite dans ce type de coopération, dans ce type de partenariat ». À quel point ce partenariat est-il profond aujourd'hui entre l'Iran et la Russie, comparé à ce qu'il était avant l'attaque contre l'Iran? Je ne suis pas sûr de comprendre. D'un côté, nous sommes tous les deux d'accord, et tu en sais plus que moi à ce sujet. Jag ser ut till your former warming.
and anfik indorwith tamba lemrisi. Eh bien, cela a influencé les deux camps, n'est-ce pas? En Iran, il y avait une certaine opposition, une opposition militaire, à la dépendance envers les systèmes de défense aérienne russes et à la coordination de la technologie russe pour la défense aérienne. Le résultat du premier round, appelons-le le premier round de la guerre, puisque ni vous, ni moi, ni notre public ne croyons que la guerre contre l'Iran soit terminée, loin de là. C'est la guerre américano-israélienne. Maintenant, face au second round, l'opposition à une assistance technique russe accrue, défense aérienne, partage de renseignements et ainsi de suite, cette résistance en Iran a évolué. La profondeur dont parle le ministre des Affaires étrangères Lavrov se situe du côté russe. La volonté de fournir ce que la partie iranienne est désormais prête à accepter et à payer, comme il s'avère. Il est évident qu'il y a une contribution iranienne importante dans la manière dont la Russie mène la guerre des drones en Ukraine. Ainsi, lorsque Lavrov parle de profondeur, il fait également référence à la profondeur du consensus entre les parties iraniennes et russes sur ce qu'il faut faire. Imposer, créer, mettre en œuvre et tester une véritable capacité de défense aérienne qui n'existait pas lorsque les Israéliens et les États-Unis ont attaqué. Une opération comme le bombardement de Trump, le raid d'anéantissement, pourrait-elle être tentée à nouveau alors que la partie iranienne n'avait tiré aucun missile défensif contre les assaillants américains? Non, cela ne se reproduira plus. Ainsi, lorsque Lavrov parle de la profondeur de la défense, il dit essentiellement que si les États-Unis tentent à nouveau quelque chose de ce genre, ils se heurteront à un niveau de défense aérienne que l'US Air Force ne sera probablement pas prête à affronter. Les États-Unis, l'administration Trump personnellement, ne prendront jamais le risque de Carter, celui de voir des avions abattus et une mission à l'intérieur de l'Iran échouer aussi spectaculairement que le raid de Jimmy Carter pour sauver les otages à Téhéran. Ce risque, comme celui de la baie des cochons, petites opérations, grandes pertes, coûts politiques énormes, c'est le genre de risque que Trump n'osera jamais courir. Et je pense que le président Xi a montré que le président Trump n'est pas un preneur de risques. Il aime se voir comme étant Oui, merci beaucoup John d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. J'ai d'autres invités qui arrivent. Merci beaucoup. Un grand plaisir John. Merci de m'avoir invité Nima. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. See you. Bye-bye. Yeah, we're gonna have Patrick coming up Oui, nous allons accueillir Patrick dans une minute. Notre deuxième invité est Patrick Baab. Vous le connaissez, il est déjà venu dans ce podcast. C'est un journaliste allemand. Comment ça va, Patrick? Je vais bien. How's it going, Patrick? I'm fine. Donc, il est possible que nous devions faire une pause. We are on live. Nous sommes en direct. Juste pour te prévenir, nous sommes à l'antenne en ce moment. Donc, c'est important pour moi. D'accord, nous devons passer en direct. Très bien. Commençons. Yeah, exactly. Patrick, Oui, let's exactement. start with the Patrick, situation permettez-moi de commencer par la situation sur le champ de bataille en Ukraine. Nous savons que la Russie intensifie ses actions. 2 nouveaux missiles ont été annoncés par le président russe, le Burevestnik et le Poséidon, tous deux à propulsion nucléaire. Il a également déclaré que le missile Sarmat est désormais opérationnel et sera bientôt envoyé sur le champ de bataille. Comment cela évolue-t-il? En observant la situation actuelle en Ukraine, pensez-vous que nous nous dirigeons vers une forme d'escalade qui pourrait impliquer les missiles Sarmat? Nous avons appris que le gouvernement britannique a envoyé des missiles. J'ai juste oublié le nom de ceux qu'ils ont récemment livrés à l'Ukraine. Et aux États-Unis, le Pentagone a autorisé le président à envoyer des missiles Tomahawk.
cela dépend encore de la décision de Donald Trump de réellement les envoyer en Ukraine. Mais au vu de ce qui se passe, quelle est votre opinion à ce sujet? Looking at what's going on, what's your take on that? Eh bien, tout d'abord, je dois dire que la Fédération de Russie et l'OTAN intensifient leurs actions de manière différente. Les pays de l'OTAN montent d'un cran à chaque étape, toujours un peu plus, puis observent le résultat. La Fédération de Russie, elle, procède autrement. Elle attend encore, et à un certain moment, elle répond par une frappe brutale. C'est là la différence. Et en Occident, on ne comprend pas cette différence. Cela remonte à l'expérience de l'espace et du vaste territoire. C'est le plus grand pays du monde. Et la stratégie consiste toujours à laisser l'ennemi pénétrer dans cet espace, à attendre la glace et la neige, la boue, puis, à un moment donné, lorsque la situation est la plus favorable à son propre camp, à riposter aussi fort que possible. Et c'est là toute la différence. L'Occident intensifie à nouveau, pas à pas, et Poutine montre à l'Occident ce qui va se passer. C'est la dissuasion nucléaire, ce qui signifie qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à la destruction nucléaire de l'Europe. Eh bien, regardons la ligne de front. Cela rend la situation claire. Sur une ligne de front de 1400 km, les troupes russes progressent. Pokrovsk est encerclé. Au nord, l'armée ukrainienne est vraiment sous pression. L'objectif de la Fédération de Russie n'est pas de conquérir du territoire. Ils veulent détruire l'ennemi. Selon une fuite provenant d'experts informatiques russes, des pirates du haut commandement ukrainien, nous voyons un nombre de soldats ukrainiens tués et disparus supérieur à 1,7 million de personnes. Je pense que cette information est fiable. J'estime les pertes russes entre 100 000 et 200 000, probablement autour de 150 000 à 170 000. Cela est lié, selon moi, à la grande puissance de l'artillerie, des drones et des missiles. Et dans ces domaines, la Fédération de Russie est bien plus forte que l'Ukraine. Je m'attends à ce que la ligne de front ukrainienne s'effondre au printemps de l'année prochaine et que ce soit la fin de l'État ukrainien. Cet État sera divisé. Une partie occidentale et une partie orientale. Et l'armée russe atteint cet objectif. Elle réussit très bien et l'Occident est sous pression. Cela rend la situation claire. Ce que Poutine a dit à l'Occident en montrant ses armes, c'est « Nous sommes prêts à une escalade nucléaire. Si vous voulez jouer dur, nous le ferons. Nous sommes le plus grand pays du monde. Nous avons les meilleures chances de survivre à une escalade nucléaire en Europe. » Et cela met Trump sous pression. Il pensait pouvoir conclure un accord, un cessez-le-feu rapide. Mais la Fédération de Russie veut s'attaquer aux racines plus profondes du conflit. Et les objectifs de la Fédération de Russie ne sont pas un cessez-le-feu. Les objectifs sont une Ukraine neutre, en dehors de l'OTAN, la sécurité et une vie sûre pour les populations russes de l'Est de l'Ukraine, ainsi qu'un nouvel ordre de sécurité pan-européen avec des revendications claires. Et M. Trump a subi une pression croissante de la part de l'État profond à Washington. Nous attendons les élections de mi-mandat l'année prochaine et il doit se battre pour conserver sa majorité au Parlement. Il doit donc s'aligner sur les idées, l'idéologie et les perspectives politiques du Parti républicain. Une grande partie des républicains sont des va-t-en-guerre et Trump subit également la pression de l'Union européenne. L'Union européenne aujourd'hui est un va-t-en-guerre antidémocratique, un despotisme. Rien d'autre. C'est un despotisme antidémocratique. Et les Européens, les dirigeants européens, savent que leur seule chance de survie est de poursuivre la guerre, de la prolonger, car ils ont conduit leur propre pays dans une impasse, financièrement,
idéologiquement et politiquement. Permettez-moi de commencer par la politique et l'idéologie. La guerre en Ukraine est le plus grand mensonge que la population européenne ait entendu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est absolument pas une guerre d'agression non provoquée. Cette guerre a commencé avec l'invasion russe du 24 février 2022. Elle a commencé avec le coup d'État orchestré et organisé par l'OTAN, l'UQMAN et les États-Unis sur le Maïdan à Kiev en février 2014. Après ce coup d'État, une vague de violence a déferlé sur les régions orientales du pays contre la population russe. Et cette population russe a commencé à organiser des milices d'autodéfense. Ainsi, la guerre a été orchestrée par l'Occident. Il était très clair à cette époque, en 2014, que l'Occident voulait une guerre en Ukraine. Après tout, la Fédération de Russie ne voyait pas d'autre option que d'envahir, car elle observait, avec les observateurs de l'OSCE, que la partie ukrainienne préparait une attaque contre les républiques séparatistes de Lugansk et de Donetsk et visait également à reprendre la Crimée par des moyens militaires. C'est la raison initiale de la guerre, l'expansion vers l'est de l'OTAN, y compris l'Ukraine. C'est la stratégie de l'Occident d'intégrer l'Ukraine dans la sphère capitaliste occidentale et de détacher l'est de l'Ukraine de la zone d'influence russe. Voilà le contexte. C'est un sujet sur lequel tous les médias occidentaux mentent. Ils mentent à leur propre population. Et tant que nous continuerons à mentir, nous ne trouverons pas le chemin de la paix. Les élites européennes savent qu'elles ont conduit leur pays dans une situation de perte totale lorsque le coût de la guerre devra être payé. De nombreux pays européens feront face à la faillite, c'est très clair. Ainsi, le seul moyen pour eux de se sauver est de poursuivre la guerre. Voilà le contexte. Les politiciens comme le chancelier allemand Friedrich Merz ne sont rien d'autre que des courroies de transmission pour l'industrie financière américaine. Le refinancement de l'État allemand par le biais de crédits et d'obligations dépend de l'industrie financière américaine. Il est donc tout à fait logique qu'il agisse ainsi. Il aide son ancien employeur, BlackRock. Rien d'autre. Et le coût n'a aucune importance. Au final, nous verrons une Union européenne complètement désintégrée. Et nous verrons en Europe une série d'États en faillite. La dystopie ressemble à une scène du film hollywoodien Mad Max. C'est ce que j'attends pour l'Europe. Mais cette stratégie globale des dirigeants européens met Trump sous une pression croissante. Peut-être qu'il a environ 2000 hommes et femmes de son côté au sein de l'administration, mais l'ensemble de l'administration compte environ 250 000 de personnes. Il ne peut donc pas gagner contre l'État profond. Il en est entouré sous la pression de son propre parti et des Européens. Voilà la situation que je perçois depuis le début du changement de régime. Since the market of regime changes these days are so, popular and Les changements de régime sont aujourd'hui si populaires et si fréquents. Même Tulsi Gabbard parlait de changement de régime et de la dévastation que cela pourrait provoquer dans n'importe quel pays. Penses-tu que l'idée de la guerre en Ukraine, Patrick, était de mener un changement de régime en Russie? Était-ce l'un des principaux objectifs? Croit-il encore, de manière illusoire ou délirante, qu'il est encore possible de provoquer un changement de régime en Russie? Tu sais, il parle de saisir les avoirs russes, d'imposer sanctions sur sanctions, voire de poursuivre une guerre qui pourrait nuire à la Russie à long terme. Est-ce toujours le cas dans l'esprit des Européens, du moins, sans compter les Américains? Bien sûr, les Européens et les États membres de l'OTAN ont tenté de provoquer un changement de régime en Russie, afin d'obtenir un dirigeant ou un président plus favorable à l'Occident, d'ouvrir le marché russe pour s'emparer des ressources de la Fédération de Russie, des minerais de la Fédération de Russie. C'est toujours le même objectif,
conquérir un nouveau marché en Russie. Number, instaurer un gouvernement favorable à l'Occident et placer la Russie dans une situation où elle serait contrainte de vendre ses minerais et ses ressources au profit du capitalisme occidental. Mais cette stratégie a échoué. C'était une incompréhension totale de la situation. Et la raison en est que la plupart des politiciens occidentaux ne connaissent pas la Russie. Ils n'ont aucune idée de ce qu'elle est, aucune idée de la puissance industrielle de ce pays. Ainsi, la stratégie a échoué et les sanctions ont complètement échoué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la Fédération de Russie est soumise à des sanctions depuis 2014 et l'industrie ainsi que l'économie russe ont réussi à vivre avec ces sanctions et à produire de nombreuses choses qui étaient auparavant importées. Deuxièmement, plus de 150 pays commercent avec la Fédération de Russie car ils ont besoin des exportations russes pour leurs propres économies. C'est absolument nécessaire. Ainsi, la Fédération de Russie n'est pas isolée. Ce sont les Européens qui le sont. Enfin, la Fédération de Russie est soutenue par la Chine, l'Inde et d'autres pays des BRICS, car les BRICS se sentent suffisamment forts pour tenir tête à l'OTAN et aux États-Unis. Nous assistons donc à un déplacement du pouvoir des États-Unis et de l'Europe vers l'Asie de l'Est. Et dans cette pièce, dans ce jeu, l'Asie de l'Est l'emportera, car là-bas vivent 3 ou 4 milliards de personnes, bien plus qu'en Europe ou aux États-Unis. Et l'industrie chinoise est bien plus puissante. Cela trouve son origine dans les processus de désindustrialisation, notamment aux États-Unis, il y a plusieurs décennies. Ainsi, au final, la stratégie occidentale a complètement échoué. Selon l'historien français Emmanuel Todd, nous voyons dans la guerre en Ukraine une situation où aucune des deux parties ne peut reculer. La Fédération de Russie mène une guerre décisive. Elle ne peut pas accepter qu'à seulement 500 km de Moscou, des missiles américains soient déployés. Et l'Occident ne peut pas reculer, car cela serait un signe mondial du déclin et de l'impuissance de l'Occident. Et c'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas comment l'Occident perçoit le conflit en Ukraine. Car si l'on regarde les personnes qui le défendent, vous avez mentionné l'État profond aux États-Unis, la principale question pour eux, à mon avis, en ce moment, est la suivante. Si nous nous entendons avec la Russie, si nous trouvons une sorte de solution avec la Russie en Ukraine, cela signifierait que la Chine s'emparerait de l'Ukraine. Vous savez, Taïwan. Et il semble que nous envoyons un signe de faiblesse à la Chine si nous essayons d'une manière ou d'une autre de trouver un compromis avec la Russie. Est-ce bien cela, Patrick? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la réalité? Parce que la Russie et la Chine sont bien plus rationnelles. Je regarde la Chine aujourd'hui. Elle sait ce qu'elle veut avec la Russie, avec l'Occident. Et elle soutient la Russie dans le conflit en Ukraine, parce qu'elle sait que si quelque chose de grave arrive en Ukraine contre la Russie, elle sera la prochaine. Quelle est votre compréhension de l'un des principaux objectifs de l'Occident? Que s'il fait des compromis avec la Russie en Ukraine, il devra faire de même avec la Chine à Taïwan. Est-ce bien cela? C'est quelque chose que l'ancien commandant des troupes de l'OTAN en Europe, le général Breedlove, nous avait dit en 2014. Nous devons vaincre la Fédération de Russie sur le sol ukrainien pour montrer à Pékin que nous sommes assez forts et que nous combattrons tout État qui tenterait de se dresser contre les États-Unis en tant que seule superpuissance mondiale. Mais les choses ont changé. La Chine est aujourd'hui bien plus puissante. Et Taïwan fait partie de la Chine. Après la guerre civile en Chine, à la fin des années 1940, le dictateur, le général Chiang Kai-shek, s'est enfui à Taïwan. Ce fut une guerre civile très sanglante
et personne en Chine ne l'a oublié. L'Occident, lui, l'a oublié. Ainsi, Taïwan fait partie de la Chine et les États-Unis veulent aujourd'hui faire de Taïwan un État séparé, ce qu'il n'est pas. C'est une partie de la Chine. D'un autre côté, la stratégie politique occidentale visant à exercer une pression sur la Fédération de Russie sur le sol ukrainien a eu pour effet de rapprocher de plus en plus la Russie et la Chine. Elles ont certes des difficultés entre elles, c'est très clair, mais Pékin a besoin de la Russie comme réserve minérale au nord et ne souhaite pas avoir à sa frontière septentrionale un État faible influencé par les États-Unis. Elles soutiendront donc la Russie aussi longtemps que nécessaire. Dans le même temps, les entreprises chinoises ont massivement investi en Ukraine, notamment dans les régions de terre noire. Je n'en suis pas certain, mais environ 5% du pétrole ukrainien appartiendrait à la Chine. Elles souhaitent donc la paix afin de tirer profit de ces investissements et d'en obtenir un retour, mais pas selon les conditions occidentales, selon les conditions russes. Et c'est là la différence. Pas d'expansion de l'OTAN vers l'Est, une Ukraine neutre entretenant des relations avec de nombreux pays. Une situation dans laquelle les Russes d'Ukraine, la minorité russe, peuvent vivre. Mais ces régions appartiennent désormais à la Fédération de Russie et elles ne reviendront pas à l'Ukraine. Le chef de la délégation russe lors du dernier cycle de négociations à Istanbul a dit à la partie ukrainienne « Ces jours-ci, nous avons parlé de 4 oblasts. La prochaine fois, nous discuterons de 8 oblasts. » Et je m'attends à ce que la Fédération de Russie étende militairement sa zone d'influence jusqu'à Odessa. Ils veulent prendre Odessa. Et à Odessa, il y a une présence du service secret britannique et des forces spéciales du Royaume-Uni. Je m'attends à un combat difficile, un encerclement d'Odessa d'ici le milieu de l'année prochaine, par exemple. Au début ou au milieu de l'année prochaine, il est difficile de le dire, car le Dniepr est un fleuve très large, proche de la mer Noire, d'environ 3 km de large. Il est difficile de traverser le Dniepr d'un point de vue militaire. Mais je m'attends à ce que la Fédération de Russie le fasse. Et plus l'Occident prolonge la guerre, plus nous verrons de destruction. Donc, votre première question portait sur l'escalade. Et oui, le camp russe a intensifié. La réponse aux missiles à longue portée dirigés vers la Fédération de Russie a été la destruction de l'ensemble de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Et les choses continueront ainsi. Et la logique, du point de vue de Moscou, est la suivante. Nous allons détruire toutes les installations industrielles en Ukraine, ainsi que l'ensemble de l'infrastructure énergétique. Car lorsque la partie occidentale de l'Ukraine rejoindra l'Union européenne, la reconstruction sera si coûteuse que l'UME se détruira elle-même. Et c'est aussi ce à quoi je m'attends. C'est la fin de l'Union européenne. Les pays du Sud, autour de la Méditerranée, mais aussi des pays comme la Slovaquie et la Hongrie, quitteront l'UE. Ils ne veulent pas payer pour le trou à rats européen. Voilà le problème. Ces élites européennes se sont donc placées dans une situation catastrophique. Patrick, en regardant l'Europe aujourd'hui, nous savons que la Slovaquie et la Hongrie plaçaient beaucoup d'espoir en Donald Trump et en son administration. Mais il semble qu'avec le temps, Donald Trump se rende compte qu'il ne peut pas exercer beaucoup de pression sur l'Inde et la Chine. Ce sont des géants. Leurs économies sont immenses. Et il ne peut pas vraiment aller contre eux. En revanche, lorsqu'il s'agit de la Slovaquie et de la Hongrie, il peut leur mettre la pression. Je ne sais pas quel est l'intérêt au fond.
Supposons que vous parveniez d'une manière ou d'une autre à convaincre la Slovaquie et la Hongrie de ne pas recevoir de pétrole russe, qui va leur fournir de l'énergie. L'Allemagne rencontre les mêmes problèmes. À quoi ressemble l'avenir de l'Allemagne? Car ce serait la même chose pour la Hongrie et la Slovaquie si elles suivaient cette voie, si elles acceptaient ce que demandent les États-Unis. D'un point de vue global, Trump sait que son propre pays, les États-Unis, n'est pas assez fort pour mettre simultanément l'Inde, la Chine et la Russie sous pression. Pas assez fort, mais tu as raison. Il peut exercer une véritable pression sur les Européens. Il augmente le tribut de ses vassaux européens, c'est tout. D'abord, les vassaux sont poussés à la faillite pour sauver les États-Unis, puis les vassaux européens seront entraînés dans une guerre en Ukraine. C'est la stratégie. Faites ce que vous voulez en tant qu'Européens. L'essentiel est d'acheter des armes aux États-Unis afin qu'ils puissent faire de bonnes affaires. C'est la stratégie. Et l'Europe aujourd'hui, en matière de politique étrangère et internationale, est complètement faible. Ils n'ont pas de stratégie. Et le jour viendra où l'économie européenne sera très faible à l'échelle mondiale. Cela signifie que l'Europe et les Européens ne compteront plus. Nous avons un cap asiatique, comme l'a écrit le poète français Paul Valéry il y a environ 100 ans. Rien d'autre. Nous nous sommes mis dans cette situation et je crains qu'il n'y ait pas de retour en arrière, car la population européenne, dans tous les États, dort. Il n'y a pas de pression dans les rues, pas de grandes protestations, pas de manifestations. Cela signifie que les élites font ce qu'elles veulent et elles nous mènent à l'abîme. J'ai donc une attente très négative pour l'Europe. Pensez-vous que concernant le conflit en Ukraine, l'Europe dispose, ou envisage même, une stratégie à long terme dans cette région? Vous avez mentionné Odessa. Si Odessa disparaît, c'en est fini de l'Ukraine. Je ne vois aucun avenir possible, car il reste encore du temps. Donald Trump et son administration, avec les Européens, ils ont le temps de sauver Odessa, de créer une sorte, vous savez, d'accord pour Odessa, qui pourrait aider l'Ukraine, la partie occidentale de l'Ukraine, à rester connectée à la mer Noire. Mais si Odessa disparaît, c'en est fini de l'Ukraine. L'Europe se met-elle dans la même position que l'Ukraine, devenant, vous savez, un État isolé, sans lien avec la mer Noire? Dans quelle mesure l'Europe est-elle réellement capable de miser sur ce qui se passe en Ukraine? C'est donc un combat pour la survie sur différents fronts. L'Ukraine est le principal front, et vous en avez mentionné un autre, Taïwan. Il y a aussi la région du Caucase, et la prochaine ligne de front est la mer Baltique. Je pense que l'OTAN veut étendre cette guerre à une plus grande échelle. L'OTAN veut intensifier le conflit en mer Baltique, et les Européens essayent de provoquer des changements de régime, par exemple en Géorgie, dans la région du Caucase et en Moldavie. De l'autre côté, ils font de leur mieux, mais ils ne comprennent pas qu'ils vont perdre. Nous en sommes maintenant au 19e paquet de sanctions, et tous ces paquets se sont retournés comme un boomerang. Le contre-coup a été très fort, et la Fédération de Russie n'a pas été fortement affectée par ces sanctions. Faire la même chose encore et encore, en espérant un résultat différent, c'est la définition de la folie. Je pense que ce que nous voyons, c'est une élite dégénérée, une élite totalement incapable de diriger. Regardez Starmer ou Macron. Ces gens ne sont tout simplement pas capables de gouverner un pays. Mais les gens dorment. Vladimir Ilitch Lénine a écrit il y a plus de 100 ans que les révolutions se produisent lorsque les classes supérieures ne peuvent plus continuer et que les classes inférieures ne veulent plus continuer. Aujourd'hui en Europe,
Nous sommes dans une situation où les classes supérieures ne peuvent plus continuer. Elles sont dans une impasse totale. Mais les classes inférieures, les gens ordinaires, veulent encore continuer. Ils veulent poursuivre, même s'ils sont dans un état de fatigue, de folie ou autre chose. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Les gens sont incapables de se battre pour leurs droits. Et si vous ne voulez rien faire contre les va-t-en-guerre, vous finirez en première ligne. Ce sera le destin, et oui, l'avenir de la population allemande. Zelensky. How do you see the role of Zelensky Zelensky. in Ukraine? Comment voyez-vous son rôle en Ukraine? Pensez-vous que si l'Occident décidait d'agir là-bas, la première étape consisterait à écarter Zelensky du pouvoir et à éradiquer? Je ne parle pas seulement de Zelensky lui-même, je parle du mouvement qui le soutient. Andy, vous avez mentionné le rôle britannique à Odessa. Nous savons que les services de renseignement britanniques soutiennent Zelensky. Ils soutiennent même Zaloujny pour qu'il devienne le prochain président de l'Ukraine. Est-ce acceptable pour la Russie? Ou bien la Russie préfère-t-elle quelque chose dans la partie occidentale de l'Ukraine, semblable à ce qui existait avant le coup d'État de 2014? Le peuple ukrainien n'aura pas d'avenir avec M. Zelensky comme président. La survie de Zelensky dépend de la guerre. Quand la guerre prendra fin, le spectacle sera terminé pour lui. Il ne restera plus au pouvoir. Ce sera probablement aussi sa fin physique. La fin de la guerre entraînera la chute du gouvernement des fascistes ukrainiens de Galicie, de l'ouest de l'Ukraine. Ces gens ont un intérêt profond à poursuivre la guerre, et cela rend la tâche très difficile pour M. Trump s'il veut l'arrêter. Il pourrait probablement conclure un accord avec M. Poutine, mais les dirigeants fascistes de l'Ukraine diraient « Oh, nous avons un accord, quel grand spectacle !» Oh, we have a deal. That's a great show. But we right here will decide when the Mais nous, ici même, déciderons quand l'accord fonctionnera. C'est la différence. Il est extrêmement difficile de mettre en œuvre cet accord possible. Le prochain point crucial est la coopération étroite entre l'OTAN et les fascistes ukrainiens. C'est une coopération profonde. Ils se connaissent dans le domaine militaire et dans les services secrets. Ils coopèrent depuis 2 décennies. Ces types sont amis. Je connais des officiers de l'armée allemande qui ont étroitement collaboré avec l'actuel ambassadeur ukrainien à Londres, Zaloujny. Ils se connaissent. Mais le corps de Zaloujny est couvert de croix gammées. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ces gens sont des fascistes. Il sera très difficile d'arrêter cela. and it will be very difficult to stop this. And Trump and his team tried to implement a deal. Et Trump et son équipe ont essayé de mettre en place un accord pour prendre le contrôle des centrales nucléaires en Ukraine. C'était une idée intelligente, même si elle ne se réalisera pas, de retirer le stockage nucléaire des mains des fascistes ukrainiens. C'était une idée intelligente, mais elle ne fonctionnera pas. Avec les centrales nucléaires, les fascistes ukrainiens peuvent faire chanter tout le monde. Ils détiennent des matériaux nucléaires. Il a donc été très facile d'entrer dans cette guerre, et il sera très difficile d'en sortir. Très difficile. Voilà la situation, car l'existence et le pouvoir de nombreux groupes politiques dépendent de la poursuite de la guerre. Nous ne parlons pas du peuple ukrainien. We don't talk about the Ukraine people. Ukraine started in the... L'Ukraine est devenue indépendante en 1991 avec une population de 52 millions d'habitants. Et selon un ancien conseiller du gouvernement ukrainien, la population est aujourd'hui d'environ 20 millions. L'Ukraine a perdu plus de 30 millions de personnes en 3 décennies. Il y a donc quelque chose qui ne va pas dans cet État. Ce n'est en rien une démocratie. Nous ne nous battons pas pour les valeurs occidentales. C'est une dictature militaire, pire que la Fédération de Russie ou d'autres pays. Voilà la situation. L'Occident trahit ses propres soi-disant valeurs. Et il ne s'agit que d'un affrontement entre un monde unipolaire dirigé par les États-Unis
et toutes les forces qui veulent construire un monde multipolaire. Et ces forces qui luttent pour un monde multipolaire finiront par l'emporter. These forces who are fighting for a multipolar world will win. Patrick, la partie occidentale de l'Ukraine, s'ils perdent Odessa, nous savons que dans l'Ouest, ils ont diverses factions, diverses minorités, des Roumains, des Hongrois, des Polonais. L'Europe envisage-t-elle ce scénario? Si quelque chose se produit dans cette direction, la perte d'Odessa, de Mykolaïv, en remontant jusqu'à Kharkiv, l'Europe est-elle capable de supporter toute la pression, tout le fardeau venant de l'Ukraine vers l'Europe? Donald Trump ne se soucie plus de l'Ukraine. Il est en train de transférer tout le fardeau de la guerre en Ukraine sur les Européens. Et on ne voit aucune objection de la part des Européens à ce sujet. Comment l'expliquer? Quelle est leur perception de l'Ukraine au fil du temps? I think Ukraine will be split up. Je pense que l'Ukraine sera bientôt divisée en deux parties. Une partie orientale, avec la Russie, et une partie occidentale plus proche de l'Occident. Mais je ne sais pas où se situera la ligne de séparation. Peut-être autour d'Odessa, je n'en suis pas sûr. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens à Kiev et à Odessa qui attendent que les troupes russes viennent les libérer. Ils ne veulent pas vivre sous la dictature de M. Zelensky. Et je pense que la partie occidentale de l'Ukraine pourrait finir par appartenir à la Pologne. Dans ce cas, la Galicie, ou certaines parties de la Galicie selon les circonstances, deviendraient soudainement membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Et peut-être que c'est une façon pour l'Union européenne de survivre. And possibly this is a way of survival of the European Union. I don't know. But they have to pay the cost. Je ne sais pas. Mais ils doivent payer le coût de la guerre, le coût des armes et le coût de la reconstruction. Et je pense que cela représente bien plus de 1 000 milliards de dollars. Alors, qui paiera cela? Cela signifie que tout l'argent de l'Union européenne ira en Ukraine pour la reconstruction. Et les agriculteurs en Pologne, par exemple, ou en France, ne recevront rien. Je peux imaginer que dans un tel cas, nous pourrions nous retrouver avec des troubles civils dans plusieurs pays de l'Union européenne. Je ne le souhaite pas, mais je m'y attends. Donc je pense que le scénario réaliste, c'est un avenir à la Mad Max pour l'Europe. I think the realistic scenario is Mad Max for Europe. Existe-t-il une forme de division entre l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France concernant l'Ukraine? Ou bien partagent-ils le même état d'esprit? Savent-ils ce qu'ils veulent? Ont-ils les mêmes objectifs? Ou en coulisses, y a-t-il certaines différences entre ces trois pays, les principaux soutiens de l'Ukraine en Europe? This coalition of the willing. Cette coalition de volontaires pensait, au début de l'année 2022, qu'elle pourrait mettre la Fédération de Russie à genoux grâce à une combinaison de livraisons d'armes à l'Ukraine, de sanctions, ainsi que d'un isolement diplomatique et politique. Mais rien n'a fonctionné. Ils n'ont remporté que la guerre des récits. Et seulement en Europe et aux États-Unis, dans les pays de l'OTAN, pas dans le reste du monde. Tout le monde en Russie, en Chine, en Inde, au Bangladesh, en Afrique du Sud, au Brésil et en Amérique latine sait de quoi il s'agit. Il s'agit de la question suivante. Le monde est-il dirigé par le leadership d'un Occident impérialiste ou pouvons-nous parvenir à un monde multipolaire? C'est la question centrale de toute cette affaire. Et les dirigeants européens ont sous-estimé leur adversaire. Et c'est la pire erreur que l'on puisse commettre en politique. Ils ont essayé de mettre la Fédération de Russie à genoux et cette stratégie a complètement échoué. This strategy failed completely. Now they are all on the loser side and they have no. Maintenant, ils sont tous du côté des perdants et ils n'ont aucune autre stratégie que de poursuivre la guerre. Avec des politiciens rationnels, dotés d'une pensée claire, on entamerait un processus de négociation pour réduire la destruction et le coût de la guerre. Mais ils ne peuvent pas le faire,
car ils sont trop enfermés dans leur propre idéologie. Ils sont prisonniers de leur propre propagande, prisonniers de leur propre stratégie. Ils savent qu'ils sont tellement impliqués qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Une des raisons est que les politiciens et diplomates européens, ainsi que ceux des États-Unis, ont été profondément impliqués dans l'organisation du coup d'État du Maïdan. Selon l'étude d'Ivan Kachanovski de l'Université d'Ottawa, ils ont négocié avec des fascistes ukrainiens sur le nombre d'assassinats nécessaires pour placer les pays européens en position de faire pression sur Yanukovych afin qu'il quitte ses fonctions. Les deux camps se sont mis d'accord sur un certain nombre de centaines d'assassinats, et c'est ainsi que cela fonctionnait. Cela signifie que certains dirigeants européens doivent être traduits en justice. C'est un acte criminel. Ils ont participé à un massacre, à une série d'assassinats de masse, et ils le savent. Ces politiciens sont encore en fonction, et ils ne peuvent pas faire marche arrière. Ils doivent poursuivre la guerre, car tous leurs mensonges seraient révélés au grand jour. Et ce serait la fin politique, probablement la fin personnelle de ces politiciens. C'est la raison plus profonde. Dans les pays européens, nous avons besoin de réformes profondes, économiques et politiques. Mais la classe politique bloquera ce processus de réforme. C'est pour eux une question, une affaire de survie. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère... Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu une pensée un peu dystopique, mais je pense qu'il ne s'agit pas d'une dystopie, c'est du réalisme. Exactement, oui. Merci. Passe un excellent moment, Patrick. Passez une excellente journée. Au revoir. Et merci, Nima. Merci encore. Au revoir.